Alexandre, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va cette semaine? Très bien, très bien. Ça va bien. Eh ben, nous aussi, ça va très bien. On a hâte d'attendre des conseils de votre part sur comment appréhender, je dirais, les différentes procédures, notamment l'UDRP, etc. Donc voilà, on vous écoute, on est tout oui. La procédure d'arbitrage au sens large en matière de nom de domaine, c'est un processus qui existe depuis une dizaine d'années, on a eu l'occasion d'en parler, très adapté dans la lutte contre le cybersquatting. Alors parmi ces procédures, les plus connues sont l'UDRP bien sûr. Pour les .fr, on connaît tous la Parle. Oui. Enfin, ce qui est récent. C'est plus récent, c'est une procédure qui est en place depuis 2004, voilà, oui. donc qui va fêter son 6e anniversaire dans quelques semaines. Ouais. Et donc les questions que se posent les titulaires de marque, c'est comment engager une procédure. Alors, étant donné que moi j'ai la chance d'intervenir également pour le compte du centre d'arbitrage de l'OMPI et de recevoir des plaintes et de devoir les trancher, c'est l'occasion sans doute de proposer à nos spectateurs quelques conseils pratiques, tout à fait. de rappeler, utile, très utile. Rappeler les conditions très brièvement d'une procédure comme l'UDRP par exemple. Alors, lorsqu'on observe un nom de domaine qui porte atteinte aux droits d'une marque dans une extension qui relève de l'UDRP, on va prendre le .com par exemple, eh bien, il faut remplir 3 conditions pour pouvoir engager une procédure UDRP. La première, c'est que le nom de domaine qu'on a identifié soit identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque, que le titulaire du nom de domaine n'ait ni droit ni intérêt légitime à la détention de celui-ci, et puis enfin, que ce nom de domaine ait été enregistré et fasse l'objet d'une utilisation de mauvaise foi. Donc on a 3 conditions, la dernière étant double, puisqu'il faut démontrer la mauvaise foi et au moment de l'enregistrement et lors de l'usage. Alors comment se rendre compte vraiment de ces éléments constitutifs dès le départ? Alors le premier élément qui est très important, c'est celui de la marque. Puisque nous sommes en France, et qu'en France, le droit de marque s'acquiert par l'enregistrement. Donc, pour être sûr de pouvoir intervenir sur le terrain de l'UDRP, il faudra déjà avoir une marque. Qu'est-ce qu'on entend par marque? Il faut que ce soit un droit enregistré. C'est vrai qu'à la différence de pays comme les États-Unis, tous les pays de common law, comme on dit, les pays anglo-saxons, on ne pourra jamais démontrer un droit d'usage qui vaille marque. Donc il faudra un droit enregistré, ça c'est la première chose. Ensuite, la charte UDRP ne dit pas que cette marque doit être enregistrée dans tel ou tel pays. Il faut l'existence d'une marque. Ça veut dire que concrètement, si j'ai un Chinois qui a déposé ma marque en .com et que je n'ai qu'une marque française, eh bien je suis tout à fait en mesure d'engager cette procédure, le fait d'avoir une marque française, satisfait aux conditions posées par la charte. Il est intéressant aussi d'observer que la charte ne demande pas à ce que la marque soit antérieure au nom de domaine. Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, dans les faits, ce sera toujours beaucoup plus facile de démontrer que le nom de domaine porte atteinte à la marque si elle est antérieure, notamment que l'enregistrement est de mauvaise foi si la marque est antérieure. Mais il y a de la jurisprudence. Il y a différentes affaires, notamment c'est une question qui a été évoquée dans la fameuse affaire Madonna.com où la marque était postérieure, la marque enregistrée était postérieure et en conséquence, ça n'est pas une condition sine qua non, on peut arriver avec une marque postérieure. Donc très souvent on voit dans des procédures, on reçoit des dossiers de plainte et on s'aperçoit qu'on a des marques antérieures mais qui sont pas très proche du nom de domaine. Et puis finalement, la marque la plus proche, elle est postérieure. Donc les demandeurs utilisent un petit peu tout l'arsenal qu'ils ont à leur disposition pour satisfaire à cette condition. C'est une chose qu'il faut savoir. Est-ce que c'est pas dangereux quelque part? C'est un risque. En général, il faut être bien outillé, bien conseillé pour être sûr de pas tomber sur la problématique notamment de l'enregistrement de mauvaise foi. Si évidemment le droit n'existait pas au moment de l'enregistrement. Parce que vous enregistrez un nom de domaine aujourd'hui et puis quelqu'un vous dit tiens je vais vous l'acheter et puis vous ne le vendez pas, il va s'enregistrer une marque. Et vous avez monétisé votre nom de domaine parce que vous êtes en train de... Et lui, il peut venir comme ça avec sa marque et demain, vous récupérez le nom. C'est un peu... Ce sera beaucoup plus difficile que ça, effectivement. Voilà, d'accord. Disons que c'est un peu un clin d'œil de dire que la marque n'a pas nécessairement besoin d'être antérieure. Mais effectivement, dans la majorité des cas, on pourra voir que les marques sont antérieures. Je dirais que le fait d'avoir une marque postérieure n'est pas nécessairement éliminatoire. C'est exactement cela. Au niveau du droit de l'intérêt légitime, là encore, c'est assez facile. En général, le demandeur nous apporte un certain nombre d'éléments, déjà pour montrer qu'il a fait une recherche et que
il n'a pas trouvé de droit antérieur au bénéfice du détenteur du nom de domaine. Et l'intérêt légitime, eh ben, il s'agit de démontrer pour le demandeur qu'il n'y a pas d'offre de produits et de services de bonne foi, qu'il n'y a pas d'usage non commercial de bonne foi, etc., etc. Des conditions qu'on connaît bien. Alors, la condition la plus importante, c'est la mauvaise foi, bien sûr. La mauvaise foi qui se démontre par, d'une part, l'offre de revente, le renvoi vers un site internet de concurrent, voire vers le site internet à contenu adulte ou à contenu contraire à l'ordre public aux bonnes mœurs. Enfin, un certain nombre de conditions que vous connaissez bien. Je dirais que, en tant qu'expert, ce qu'on observe et ce qu'on peut recommander aux gens, c'est d'être très attentif, d'une part, au caractère synthétique de leur plainte. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'expert qui reçoit le dossier n'a que 14 jours pour rendre sa décision. C'est très très court. Donc une plainte qui va contenir quelques références de jurisprudence qui s'appliquent très directement au cas présent sont toujours bienvenues. Bien fournir les preuves des droits qu'on invoque, notamment des droits de marque, c'est fondamental aussi. L'argumentaire n'a pas besoin d'être extrêmement développé. En revanche, il y a un point qu'il faut vraiment mettre en lumière, c'est que de plus en plus, les demandeurs viennent avec des litiges qui ne concernent pas exclusivement un problème de nom de domaine. On a eu l'occasion il y a quelques semaines ensemble d'évoquer le problème des distributeurs. Voilà, c'est typiquement le type de litige où on va avoir une complexité, on va avoir des contrats, on va avoir un contentieux qui concerne aussi une contrefaçon de marque, on va avoir tout un ensemble de problématiques juridiques autour du nom de domaine. Finalement, le nom de domaine n'est qu'une portion de ce conflit. Et dans ces cas-là, il faut vraiment attirer l'attention des titulaires de marque et de leurs conseils sur le fait que les procédures d'arbitrage sont censées répondre aux problématiques de cybersquatting et autres arnaques apparentées, mais jamais ne viennent se substituer finalement aux autorités judiciaires pour le règlement des conflits, je dirais, classiques. Donc s'il y a un conseil à donner aujourd'hui, c'est vraiment de ne voir l'UDRP et les procédures d'arbitrage réellement comme des procédures vraiment spéciales, adaptées à la lutte contre le cybersquatting. Donc il nous arrive de rendre des ordonnances, ce qu'on appelle des ordonnances de commission administrative, des ordonnances de procédure, dans le cadre desquelles on peut très fortement inciter les parties à se remettre d'accord et à trouver un accord amiable. Mais il est vrai que depuis quelques mois, on observe de plus en plus de décisions de rejet parce que tout simplement les titulaires veulent trop souvent utiliser l'UDRP pour des choses qui n'en sont... Parce que c'est une procédure assez rapide, elle est simple, rapide. Facile. Oui, c'est sûr. Voilà, elle est peu coûteuse. Elle est rapide, on n'obtient pas de dommages à intérêt, il faut bien le rappeler également. Transfert de nom de domaine, absolument. Mais elle est vraiment circonscrite à une problématique particulière. Ça, c'est très important. Alors moi, j'ai une question par rapport à l'UDRP, parce que souvent, beaucoup de gens me la posent. Est-ce que aujourd'hui, pour une personne qui a envie de ce nom de domaine, par exemple, dans le but de pouvoir avoir des termes génériques, par exemple, donc pouvoir avoir un contenu, je dirais, publicitaire à l'intérieur, est-ce que cette utilisation, est-ce qu'elle est sujette à être considérée par l'UDRP comme étant, je dirais, annulable, une raison suffisante pour transférer ce nom de domaine à une autre personne qui viendrait par la suite déposer une marque, etc. etc. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre-là ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que, à la différence d'un droit de marque, comme vous le savez, qui a obéi à un principe de spécialité, c'est-à-dire qu'on dépose toujours un signe pour un certain nombre de produits et de services, le nom de domaine, lui, il existe dans son extension, mais il existe comme ça pour tout et pour rien. Donc ça veut dire que finalement un terme n'est jamais descriptif pour tout, c'est-à-dire qu'il peut être tout à fait arbitraire. On peut prendre des exemples concrets de termes descriptifs qui seraient dans d'autres domaines complètement arbitraires. Si on dépose savon pour une agence immobilière, on sera complètement dans l'arbitraire. Alors évidemment, la procédure d'arbitrage a vocation à trancher des conflits avec ce type de nom de domaine, mais comme elle s'attache encore une fois à résoudre des conflits d'évidence, des troubles manifestes, on va dire, dès lors qu'il y a une utilisation dans un sens descriptif, il y aura la plupart du temps reconnaissance des droits du titulaire du nom de domaine cette fois-ci. Et il y a de la jurisprudence, on peut citer notamment une affaire studio.fr en France, où on avait une utilisation d'un terme studio qui est descriptif, qui est protégé à titre de marque pour l'édition pour un magazine, mais qui est également utilisé par d'autres. En l'occurrence, le titulaire de studio.fr qui l'utilisait pour toute autre chose et qui
été poursuivi par la société d'édition et qui a gardé son nom de domaine à l'issue de cette procédure. Donc, mais s'il le monétise, imaginons qu'il a envie de le monétiser, c'est son nom de domaine. À condition, je dirais qu'à condition de l'utiliser exclusivement pour promouvoir des produits et des services en rapport avec le terme et de son sens descriptif. A priori, il n'y a pas de raison. Voilà, à moins que la marque soit extrêmement notoire par ailleurs, mais ça paraît peu probable. Une utilisation purement descriptive dans un domaine en relation avec le terme ne devrait pas poser de problème. Très bien. Autre chose à rajouter sur les URP à part ces procédures-là, non? En général très pratique, très rapide, vraiment bien préparer son dossier, pas forcément une grosse quantité, mais vraiment cibler les problèmes, et puis toujours la prendre pour ce qu'elle est, et pas pour plus. C'est ça vraiment le conseil principal qu'on peut donner. Le site où on trouve ces informations sur la procédure UDRP en général? Alors on peut se connecter sur le site de l'ICANN, icann.org. Le site qui fournit le plus d'informations documentaires, notamment des plaintes types et toute la jurisprudence, c'est le site du centre d'arbitrage de l'OMPI, sur le site wipo.int. Parfait. Eh bien, merci pour ces lumières. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Merci.